Je ne crois pas du tout, comme on l'a cru depuis Cicéron, que l'histoire enseigne directement le présent. L'exemple le plus habituel de cette histoire qui enseigne, c'était par exemple les militaires qui étudiaient les batailles du passé en pensant, y compris même qu'en étudiant les batailles antiques en 1914, on aurait des leçons pour se guider sur le champ de bataille. L'exemple qu'on donne toujours, c'est l'état-major allemand qui passait une partie de son temps à étudier les grandes batailles de l'époque romaine pour envisager les batailles de 1914. Donc là, c'est l'histoire qui serait une leçon immédiate pour le passé, où en connaissant bien le passé, on saurait se guider dans le présent. Il y a un exemple que je prends souvent, mais qui me paraît excellent pour vous dire à quel point les interprétations de l'histoire peuvent bouger. C'est un événement qui date de 1347. Donc on a bien travaillé, qui est la reddition de Calais, où les bourgeois de Calais se rendent face aux Anglais. Et vous connaissez peut-être cet épisode parce que Rodin, le sculpteur, en a fait une sculpture. Vous avez les bourgeois de Calais. Et donc, pendant des siècles, on a raconté que les bourgeois de Calais s'étaient rendus et que, in extremis, le roi les avait épargnés alors qu'il pensait les tuer, mais sa femme a réussi à les faire gracier. Elle était enceinte, Philippa de Hainaut. Elle se jette à ses pieds, aux pieds d'Édouard III, et elle lui dit non, non, il ne faut pas les tuer, et du coup, ils sont épargnés. Donc, on s'est dit, c'est des héros magnifiques, ces bourgeois de Calais. Or, il y a un historien en 2002 qui a montré qu'en fait, ils n'ont jamais rien risqué. Et que leur reddition, elle a été négociée avant. Et donc, quand ils sont arrivés devant Édouard III, ils étaient déjà sauvés. Quand on dit, par exemple, aujourd'hui, de temps en temps, ou dès que les choses se tendent, c'est les années 30, en disant, oui, vous avez une extrême droite qui est dangereuse, etc. Non, ce n'est pas les années 30, justement. Ce n'est pas les années 30 parce que n'importe quel historien qui ferait l'inventaire avec vous du contexte vous montrerait que tout est différent par rapport aux années 30. Tout est différent. Les classes sociales n'ont pas le même rapport de force, les revenus ne sont pas les mêmes, les protections sociales ne sont pas les mêmes, les différents régimes ne sont pas les mêmes, l'espérance de vie n'est pas la même, les configurations politiques ne sont pas les mêmes. On pourrait faire un inventaire des différences. Et évidemment, on trouverait aussi toujours des éléments de similarité. Mais fondamentalement, ce qui fait l'histoire, c'est que les contextes sont toujours différents. Et cette notion de contexte, évidemment, elle est fondamentale. Et ce que fait l'historien, c'est de se rendre compte finalement que les choses sont toujours beaucoup plus différentes que similaires. Quand on travaille sur des notions et quand on veut comparer, on voit vite que les comparaisons s'arrêtent vite. Par contre, que l'inventaire des différences est souvent extrêmement long. Et donc, je crois que l'idée qu'on va avoir des leçons de l'histoire, autrement dit que si on est vigilant aujourd'hui face à l'extrême droite, ça évitera de ce qui s'est passé en 1933, que si les gauches sont divisées comme elles l'ont été en 1933, alors on retrouvera les mêmes dangers. Je crois qu'en réalité, ça empêche d'être lucide sur les contextes présents. Et c'est ça, je crois, le travail de l'historien, c'est de montrer que justement, il faut avoir un regard extrêmement aiguisé sur un contexte, qu'il soit passé ou présent, parce qu'on risquerait de se tromper. On risquerait de se tromper parce qu'on croit savoir souvent plus qu'on ne sait sur le passé. Et surtout, ça nous empêcherait, je pense, d'être lucide sur la différence des contextes. Des différences des contextes qui sont parfois simples mais qu'on oublie. Par exemple, aujourd'hui, quand on juge, je vais prendre le même exemple pour ne pas en prendre 15, la question des exécutions en 14-18. Ça nous paraît aujourd'hui scandaleux que des soldats soient fusillés par leur propre armée pour avoir déserté dans des conditions de la guerre de 14 qui sont une immense boucherie. Bien sûr, moralement, tout ça est juste. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, par exemple, pour vous dire des contextes, c'est qu'en 14, la peine de mort existe. Donc déjà, les sensibilités ne sont pas les mêmes. Les gens sont habitués aux exécutions dans la vie civile. Donc vous voyez, on peut se dire moralement une exécution c'est toujours aussi horrible, sauf que ce n'est pas aussi horrible quand des gens ont été habitués à la peine de mort parce qu'elle est dans le civil. Et vous savez même, pour vous montrer que chaque contexte est différent, que jusqu'en 1939, l'exécution, même si les choses ont évolué, elle est publique. Donc non seulement il y a la peine de mort, mais en plus il y a la peine de mort qui est publique. Et on sait que dans certains cas, même si ça commence à évoluer, les gens, vous savez, louaient des maisons pour pouvoir y assister. Et les places publiques d'un certain nombre de villes de France, même s'il y a des gens qui commençaient à vouloir mettre à distance la mort. Pas tout le monde n'avait ce goût macabre, mais vous aviez encore des exécutions. Donc vous voyez, si on juge les exécutions des soldats, bien sûr qu'on peut trouver ça horrible, mais il faut bien penser que pour les gens de l'époque, c'était dans un contexte où ils étaient habitués à des peines de mort, où certains d'entre eux en avaient vu, donc ça n'avait pas du tout le même poids. Ça n'a pas du tout le même effet. Donc vous voyez, si on oublie à chaque fois les contextes, on ne peut pas comprendre évidemment ce qui s'est passé. Autre exemple, quand on juge par exemple les pacifistes dans les années 30, on dit mais ils sont vraiment aveugles. Vous aviez devant vous un régime barbare qui avait déjà commis des persécutions antisémites, et donc il fallait bien l'arrêter, ce régime nazi. Donc le pacifisme était inadapté. Alors évidemment, aujourd'hui, on le voit bien. C'est sûr que si on avait arrêté Hitler en 1936, le monde aurait été très différent. Mais là aussi, c'est très facile. Parce que les pacifistes, ceux qui ne veulent pas faire la guerre, entre 1933 et 1939, qu'est-ce qu'ils cherchent à éviter? Ils ne cherchent pas à éviter la Shoah, parce qu'ils ne la connaissent pas.
qu'est-ce qu'ils cherchent à éviter? C'est les tranchées de Verdun. Parce que ça, ils l'ont connu. Et les gueules cassées, ils les ont vues. Donc eux, Hitler, bien sûr, antisémite, c'est pas forcément très sympathique. Mais pour eux, l'horreur, c'est pas ce qui va arriver. Parce qu'ils ne la connaissent pas. L'horreur, c'est ce qu'ils ont vécu dans les tranchées quand ils avaient 20 ans, ou c'est leurs parents qu'ils ont vus revenir estropiés, gazés, etc. Donc, on dirait, si je parlais comme aujourd'hui, leur logiciel, si je peux dire, c'est d'éviter les tranchées de 14. Donc c'est normal que face à un régime dictatorial qui jusque en 1939 peut apparaître encore gérable, évidemment, c'est pas beau, les pogroms, évidemment, tout ça c'est déplaisant. Mais face aux tranchées de Verdun, ben, ça se pèse quand même. Hein. Alors pour nous, ça pèse plus, mais nous, on sait. Hein. Donc vous voyez, un contexte, c'est quelque chose de très lourd, un contexte. Et donc si on se dit, bah oui, c'est pareil, ben non, c'est pas pareil. Hein, les gens, ils raisonnent avec ce qu'ils avaient comme, en quelque sorte, hein, comme champ d'expérience. Hein. Donc les champs d'expérience, c'est-à-dire le rapport qu'on a au passé, il est toujours différent. Hein, c'est pour ça que moi, je suis toujours très prudent sur les comparaisons. On me demande souvent comme historien, mais vous ne pensez pas que… Hein, tout est toujours différent. Et là aussi, je pourrais vous le montrer à chaque fois. Et donc, quel intérêt de dire aujourd'hui, c'est les années 30? Qu'est-ce qu'on va gagner comme compréhension? À mon avis, pas grand-chose. Je suis frappé depuis une quinzaine d'années par tout un courant, plutôt de droite, voire d'extrême droite, qui appelle à un retour à l'histoire de France, à l'école, dans les médias, dans l'espace public. Après tout, pourquoi pas, mais qui demande à ce que cette histoire de France, finalement, soit un instrument uniquement d'adhésion et d'admiration et d'amour. C'est-à-dire que l'histoire n'est plus qu'un objet symbolique. Hein. Et donc, on voit arriver une transformation, l'idée de dire, si on étudie l'histoire, hein, c'est évidemment pour qu'on finisse par l'aimer. On est dans un rapport, là je vous parle comme historien, où l'histoire finalement est rendue à un kit idéologique. C'est-à-dire que l'histoire vous arriverait un petit peu hein, comme une liste hein, de prêt-à-penser, et c'est ce que moi j'appelle l'histoire adhésion. L'histoire adhésion, c'est-à-dire qu'on vous la livre, plus ou moins bien faite, plus ou moins bien écrite, et souvent les gens qui sont des tenants de cette histoire essayent de l'écrire de manière agréable, parce qu'il faut au moins adhérer à quelque chose qui est plaisant. Hein, et donc c'est l'histoire adhésion, c'est l'histoire admiration. Autrement dit, hein, il vous est livré un grand récit, et ce grand récit finalement doit nous souder. On y adhérerait comme une idéologie commune. Donc c'est une histoire qui est idéologique, comme le dit Zemmour, hein, puisqu'elle nous est commune. Hein, autrement dit, vous devez connaître, comme moi, tous les rois qui se sont succédés, tous les grands hommes, et nous devons partager, hein, comme on doit partager finalement la connaissance des lois de la République, hein, ou comme on doit partager un certain nombre de devoirs citoyens. Autrement dit, on devrait adhérer à l'histoire comme on doit payer nos impôts, ce serait un bien commun hein, qui serait figé. Quand il est arrivé au pouvoir, Nicolas Sarkozy a dit tous les professeurs de lycée vont lire, à partir de 2007, la lettre hein, d'un jeune communiste qui avait été fusillé par les Allemands qui s'appelle Guy Môquet. Donc, la lettre de Guy Môquet, c'était la dernière lettre, devait être lue à tous les élèves au même moment, soit par des professeurs, soit par des résistants, soit même par des élus UMP. On se demande quelles compétences particulières ils avaient à la lecture de la lettre de Guy Môquet, si ce n'est d'être du parti du président. Donc là, donc la lettre devait être lue et peut-être, éventuellement, le professeur d'histoire pouvait en faire un commentaire ou pas. Et donc, pourquoi je dis que c'est typiquement l'histoire adhésion? Parce que qu'est-ce que c'est qu'un document unique qui est sorti de son contexte hein, et qui est lu? C'est de la liturgie. C'est plus de l'histoire. On adhère à la lettre de Guy Môquet. Qui peut dire cette lettre, finalement, elle ne me plaît pas ou qui va commencer à dire attention, on a écrit cette lettre dans des circonstances compliquées. D'ailleurs, on n'est peut-être pas sûr que ceci, est-ce qu'il a voulu dire cela? Ça ne peut plus être en coïncidence avec une lecture aussi sacralisée. Ensuite, vous aviez une version pédagogique, hein, qui est une attaque permanente par un certain nombre de polémistes contre l'éducation nationale. Puisque le principe de l'éducation nationale, je vais en venir, hein, c'est évidemment, ce n'est pas de faire adhérer les élèves à un récit. Hein, même si on enseigne dans le secondaire ce qui était l'instruction civique aujourd'hui et qui est aujourd'hui, qui ne s'appelle plus comme ça, hein, le CJS, c'est éducation civique et… Voilà. Donc, même s'il y a une dimension civique, aucun professeur d'histoire, je crois, dira « Moi, je demande aux élèves d'adhérer à mon récit et je leur demande ensuite de le connaître par cœur et d'admirer tout ce que je leur aurais raconté. » Hein, ce serait évidemment très antithétique avec cette position-là. Et donc, comme l'éducation nationale est quand même un bastion d'une autre histoire, hein, on a une attaque récurrente hein, de ce courant, et ça fait la une, vous pourrez aller voir, je ne veux pas en faire la publicité, mais c'est très frappant, hein, la une de l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, hein, c'est comment l'éducation nationale détruit les héros de l'histoire de France. Donc, vous voyez, ça fait la une de Valeurs Actuelles de cette semaine, hein, donc les héros déchirés par l'éducation nationale. Donc, on imagine les méchants professeurs d'histoire qui sont en train de déchirer les images de Clovis et de Vercingétorix. Alors,
Ceci dit, c'est évidemment très ennuyeux parce que c'est l'idée de dire, hein, finalement, l'histoire universitaire, l'histoire des enseignants du secondaire, hein, c'est une histoire qui est mauvaise parce qu'elle ne permet pas aux jeunes d'adhérer. Elle est sans émotion, argument totalement faux, puisque tout un chacun sait que l'émotion dépend aussi du professeur, dépend du contexte, hein, que l'émotion n'est évidemment pas décrétée d'avance, ni dans un livre, ni dans un cours. Hein. Mais en tous les cas, il y a l'idée que l'éducation nationale, en quelque sorte, hein, ne permettrait pas d'adhérer à l'histoire. Et donc, il faut réintégrer de la chronologie, réintégrer des grands personnages, réintégrer de l'émotion et faire adhérer les collégiens et les lycéens à un récit, hein, que promeuvent ces tenants. Et alors, je vous donnerai juste un exemple, c'est qu'un de ceux qui est le pire dans ce genre-là, qui s'appelle Dimitri Casali, vient de rééditer un manuel du 19e siècle qui s'appelle Le Petit Lavis. Donc, c'est vous donner leur conception de l'histoire. Ils considèrent que finalement, ce qu'on racontait en 1880 est valable aujourd'hui, ce qui est une négation totale de la science, puisque par définition, si l'histoire est une discipline universitaire, il faut qu'elle progresse. Vous avez une version culturelle, on peut dire, pour aller vite, hein, qui est défendue par tout un ensemble de personnages médiatiques, hein, qui, eux, ne s'adressent pas spécialement aux collégiens, mais qui font une histoire qui se veut sympathique, mais auquel il faut vouer de l'admiration, où c'est exactement la même chose que Sarkozy, Guy Môquet ou Dimitri Casali et Lavis. Hein. C'est le même principe. C'est que l'histoire n'est pas un objet de débat, l'histoire est un objet d'investissement personnel, hein, où vous n'avez qu'à suivre Laurent Deutsch, hein, sur les routes de l'Hexagone ou dans le métro parisien, et vous saurez tout ce qui s'est passé, et admirer avec lui les mêmes enjeux, puisque tout est admiration. Que ce soit la version politique, la version pédagogique ou la version culturelle, hein, le dessin est le même. C'est de transformer l'histoire simplement en un bien commun, extrêmement étriqué d'ailleurs, qui est souvent réduit à la France, hein, et auquel finalement on devrait tous adhérer, et autant le rendre le plus agréable possible, donc un acteur raconte, hein, et évidemment du coup on ne pourra que le suivre sur des pistes qui sont déjà déterminées et prédéterminées à l'avance. Et ce qui me frappe en lisant tous ces gens, hein, c'est qu'ils n'ont que des certitudes. C'est-à-dire que tous les universitaires qui sont spécialistes du sujet ne cessent de montrer leurs limites, et eux, à partir de 2 livres lus rapidement, vous expliquent, alors voilà, on arrive à Bouvines, on est le 27 juillet, il est fait froid, le roi vient de prier, et on y va. Voilà. Et alors je trouve ce moment a toujours assez... Quand je les lis, je suis toujours fasciné, j'aimerais avoir leur certitude, même sur des sujets que je crois connaître mieux qu'eux. Et donc ça ne supporte que la certitude, cette histoire-là. Puisque vous adhérez, vous n'allez pas adhérer à des incertitudes. Donc déjà, c'est un récit qui n'est fait que de vérité, que de certitudes qui sont assénées avec beaucoup, souvent, de morgue, hein, et de volonté de convaincre. Donc finalement, hein, c'est une histoire sans discussion, une histoire aseptisée, hein, où tout est déjà connu, y compris quand c'est faux, mais ça, c'est pas grave, hein, on peut passer outre. Et donc, il me semble, si vous voulez, que tout cet ensemble, cette lutte culturelle pour faire de l'histoire simplement un objet symbolique auquel on doit adhérer, elle me paraît extrêmement toxique parce que c'est le contraire de ce qu'est une discipline vivante. Le premier élément peut-être qui justifie cette discipline par rapport à d'autres, c'est qu'il me semble que c'est une discipline qui aiguise l'esprit critique et qui permet la prise de distance. Et ça, c'est quelque chose que les historiens défendent depuis la fin du 19e siècle, donc ce n'est même pas une position très radicale. Hein. C'est ce que disait Langlois et Seignobos, et ça m'avait beaucoup marqué quand je l'avais lu. C'est le grand manuel des introductions aux études historiques, 1898. Et Langlois et Seignobos disent quelque chose qu'à mon avis qui est très juste. Ils disent « l'esprit critique n'est pas naturel hein, ». Et donc quand on lit un texte, notre premier sentiment à tous, c'est plutôt d'y adhérer. Hein, et que justement, donc du coup, ils le disent, vous voyez, avec déjà beaucoup d'épaisseur, et que l'histoire, justement, le travail sur les documents, c'est de les mettre à distance. Hein, de développer notre esprit critique en disant qui a écrit ce document, à quelle époque, pourquoi faire, de quoi il disposait, est-ce qu'il peut véritablement savoir ce qu'il dit, hein, est-ce qu'il était dans un contexte où tous les éléments sont avérés, et donc toute cette démarche critique, alors en histoire on la sépare en parlant parfois d'une critique externe qui touche au document et interne qui touche à son fond, mais la question n'est pas là, c'est que quand vous faites de l'histoire sérieusement, que ce soit en amateur ou en professionnel, hein, votre démarche fondamentale c'est la critique du document. C'est la mise à distance de ce que vous lisez. Et ça, c'est une démarche extrêmement longue à acquérir, hein, quelle qu'elle soit professionnelle et amateur. Et cette mise à distance, elle demande du temps, elle demande de la méthode, elle demande de l'apprentissage. Très souvent, vous savez, la domination, ceux qui dominent, quel qu'il soit, dans une entreprise, dans un gouvernement, expliquent très souvent que ce qui est en train de se passer est naturel. Hein, ça va de soi. Or, l'histoire nous apprend justement que rien n'est naturel puisque tout a pu changer et tout a pu être autrement.
Et là aussi, j'ai été frappé de voir chez des gens qui ne sont pas des révolutionnaires cette simple remarque, en disant que finalement l'histoire ne peut pas rendre conservateur, hein, parce qu'on sait que le monde change et que les temps évoluent. Et donc du coup, d'une certaine manière, à partir du moment où les régimes changent, les traditions ne peuvent exister que parce que ceux qui les défendent les mettent en avant. Il n'y a pas de tradition en soi. Et donc, vous voyez, ça nous donne quand même un certain nombre d'armes, tout ce que je viens de vous dire, pour le présent. Donc, je vous ai pas... J'ai essayé de vous montrer hein, que faire de l'histoire, ça nous permet quand même de raisonner sur les textes d'aujourd'hui, sur les discours d'aujourd'hui, sur la rhétorique du présent, hein, sur tout ce qui est annoncé comme naturel, hein, et de ne pas peut-être nous laisser prendre à un certain nombre de choses. Et ça me paraît sans doute être la plus grande leçon de l'histoire. Quand l'histoire est là dans l'espace public, qu'est-ce qu'on fait hein, quand il y a des commémorations, par exemple, hein, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que c'est utile de commémorer? Et est-ce que c'est utile, malgré tout, d'aller dans une émission d'histoire où on sait que ce n'est pas forcément les paroles les plus critiques ou les plus riches qui vont être développées? On a fait un livre avec un collègue, André Loès, qui s'appelle « La Grande Guerre, le carnet du centenaire », qui était soutenu par la mission. Et donc, on s'est posé la question, on va faire un livre donc, dans un contexte de commémoration. Donc, est-ce qu'on ne risque pas d'être dans une position, finalement, d'historien qui est simplement en congruence avec le discours du temps? Et on se rapprocherait, finalement, d'une forme de militantisme de la mémoire. Il y a un centenaire, donc on fait un livre sur la Grande Guerre. Et donc, cette question, on me l'a supposée à plusieurs reprises. Et donc, je voudrais vous dire comment on peut, à mon avis, la résoudre. La manière dont on l'a résolue, et dont je l'ai résolue plusieurs fois lorsque j'étais confronté à des demandes politiques, c'est celle que je vous ai donnée. C'est d'abord de montrer qu'il n'y a jamais un discours qui s'impose sur la Grande Guerre. Et dans le livre que je vous ai donné, par exemple, on a fait 2 chapitres, et on les a fait avec insistance. L'un sur la mémoire, en montrant que la Grande Guerre avait eu des significations variées, et qu'elle avait donc pu signifier pour des gens différents à différents moments des choses qui ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Donc on a montré qu'il n'y avait pas une Grande Guerre, mais que cette mémoire, elle était extrêmement variable et figée. Et surtout, on a fait aussi un chapitre sur les historiens à la Grande Guerre, pour montrer que là aussi, il n'y avait pas une interprétation et qu'on n'allait pas donner notre grande parole du haut de notre écriture. Hein. Et donc, on a aussi offert aux gens... Donc, c'est théoriquement un livre qu'on peut lire en ne sortant pas avec ce que nous, on avait envie hein, de dire sur la Grande Guerre, mais avec de multiples possibles. Ce qu'on peut rendre comme service aux plus jeunes, mais encore aujourd'hui, hein, c'est que justement, c'est leur donner les moyens de se repérer dans le temps, hein, globalement. Justement, leur montrer que les choses changent, et ensuite... à eux de relire telle ou telle période, mais c'est leur donner le sens du temps, de l'épaisseur du temps, que les changements n'ont pas toujours la même vitesse. Hein, et ça, vous n'avez pas besoin de bourrer de connaissances hein, pour leur donner. Vous pouvez travailler sur des bribes, vous pouvez travailler autant bien sur l'Afrique que sur l'Europe, hein, et donner le sens du temps, l'épaisseur du temps, les difficultés du changement, le fait que tous les changements n'arrivent pas de la même manière. Hein. L'idée aussi de tout ce que je vous disais sur l'esprit critique, vous pouvez le donner, et ça, vous n'avez pas besoin d'avoir une connaissance de l'histoire de France que personne ne connaît. Ce qui m'amuse, c'est que je suis sûr, je ne l'ai pas fait, mais j'ai fait 2 fois des émissions avec ces gens-là, j'avais envie de leur poser des cols et je suis sûr que je les aurais collés. Parce que ce qu'ils demandent n'existe pas. C'est un argument politique pour dire on veut des grands hommes, on veut des grandes dates, hein, mais ils auraient été séchés au bout de 2 minutes. Hein, parce qu'évidemment, tout le monde, si vous n'entretenez pas, vous l'oubliez. Donc ce qu'on peut donner aux gens, c'est ensuite la capacité de se repérer. C'est de dire, ah oui, ça c'est une période où il me semble ça bougeait un peu. Mais si un gamin sort en confondant Verdun et la Somme, c'est pas très grave. Par contre, s'il sent qu'en 14-18, il s'est passé des choses qui sont différentes d'avant et d'après, ensuite il la retrouvera, sa date de bataille, en plus maintenant avec Internet. Donc le problème n'est pas là. La question est de les former à se repérer dans le temps et avoir un esprit critique face au texte. Et ça, vous n'avez pas besoin de voir toute l'histoire pour ces 2 réquisites, qui sont à mon avis les réquisites fondamentales pour le lycée et le collège. Hein. C'est le sens du temps, le sens de l'épaisseur du temps, de différents types de changements. Mais, et puis, il faut aussi ne pas oublier qu'on demande aussi aux enfants aujourd'hui des connaissances sur plein d'autres domaines. Hein. Et c'est ça aussi pour ça que tout ça ne marche pas. C'est qu'aujourd'hui, quand on dit oui, mais les programmes ne font plus, mais les programmes, ils sont multipliés par 10, les connaissances, elles évoluent. Donc vous êtes obligé de faire de plus en plus de choix. Comme je vous dis, l'histoire des femmes n'existait pas il y a 30 ans. Donc maintenant, si vous voulez enseigner une histoire à part égale entre hommes et femmes, vous êtes obligé de raconter plus d'histoire des femmes. Vous n'avez pas enlevé d'histoire des hommes pour autant, ou vous allez en enlever. Donc forcément, vous ne pouvez pas rajouter des choses. Hein, toujours rajouter des choses et ensuite vous plaindre hein, que les programmes forcément diminuent sur d'autres points. Heureusement que la connaissance continue, heureusement qu'on apprend des choses, heureusement qu'on enseigne des choses qu'on n'enseignait pas il y a 20 ans, et du coup ça oblige d'en enlever. Donc cette idée qu'on enlève des programmes, certaines choses pour en rajouter d'autres, c'est justement le propre de la connaissance de progresser. Et donc c'est pour ça que je dis encore une fois que tous ces gens-là sont des gens qui sont hostiles à la connaissance comme principe. Hein, quand vous dites les programmes, on n'apprend plus Louis XIV, oui mais on apprend autre chose. Hein, donc de toute façon, on ne pourra jamais apprendre tout. Donc la question, c'est que les choix qui sont faits, il faut que ça permette aux jeunes de se déterminer.
Aucun professeur d'histoire à quelque niveau que ce soit n'oublie la chronologie, si vous voulez. Simplement, elle n'est plus le seul rythme. En fait, c'est ça qui est critiqué. C'est qu'elle n'est plus le seul rythme d'enseignement. Avant, globalement, quand vous regardiez les programmes d'autrefois, c'était quand même un développement, grosso modo, très chronologique. Aujourd'hui, il y a bien sûr de la chronologie, mais ce n'est plus le seul rythme. C'est ça. Mais tout le monde en enseigne. Et donc ça, c'est de toute façon, il n'y a pas de risque, si vous voulez. C'est l'idée de dire qu'il peut y avoir aussi des moments alternatifs à la chronologie. Mais quand vous regardez les programmes, même s'il y en a parfois qui sont plus troublants que d'autres, mais ça, c'est les aléas d'un moment, on ne va pas s'y fixer, vous avez quand même toujours des progressions chronologiques. C'est le principe de l'historien. Simplement, ce n'est plus la seule structure. Et ça, je crois que c'est bien.